Symbole des nouveaux médias alternatifs, TV Liberté a bousculé la presse audiovisuelle dans son entier. Les médias les plus lucides comprennent dorénavant que leur survie se joue avec un esprit d'ouverture à toutes les sensibilités et à de nouveaux visages. Mais ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant, le temps est venu de remplacer le vieux monde médiatique, subventionné, épuisé, recuit. Procédons ensemble à ce grand remplacement. L'année 2022 qui s'annonce va être l'année de tous les dangers. La France, chacun le sent bien, est à un tournant décisif où va se livrer la mère des batailles. TV Liberté ne cesse de renforcer son audience et son influence. Nous touchons dorénavant les Français par millions, pas par milliers, mais par millions. Le système et ses représentants ne nous pardonnent pas cette réussite. Ils ne nous épargneront aucun mensonge, aucun fake, aucun coup bas. Il faudra avoir les moyens de répondre et riposter, les moyens de créer, innover, les moyens de se battre pied à pied, maintenir les positions, lancer les offensives, gagner du terrain, briser les lignes adverses, remporter des victoires décisives, faire gagner nos justes causes. Nous sommes à un tournant. Jamais, depuis 2014, nous n'avons eu autant besoin de vous. Jamais. Nous avons besoin de votre soutien et de votre don. Nous avons vraiment besoin de nouveaux dons pour continuer de peser et empêcher la ruine de notre nation. Je vous demande de répondre dès maintenant à notre appel pour faire de TV Liberté une arme, le fer de lance du renouveau, de la renaissance, du redressement. TVL, une arme, le fer de lance de vos idées. Alors un seul mot d'ordre, mobilisation générale. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Bonjour à tous, pour le Zoom, aujourd'hui je reçois Geoffroy Lejeune. Bonjour Geoffroy Lejeune. Bonjour Élise. Alors vous êtes directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, le magazine Valeurs Actuelles. Et nous allons revenir aujourd'hui sur le phénomène Zemmour, puisqu'en 2015, vous étiez le premier, je crois qu'on peut le dire, à publier un ouvrage, Une élection ordinaire, où vous racontiez l'ascension fulgurante d'Éric Zemmour. Vous avez publié plus récemment une version augmentée de Une élection ordinaire, mais aussi un petit récit supplémentaire, Zemmour président, c'est aux éditions Ring. Les téléspectateurs peuvent en faire l'acquisition d'ailleurs sur la boutique TVL officielle, tvliberté.com. Pour commencer, Éric Zemmour, peut-être pas encore, Geoffroy Lejeune, on a le sentiment finalement que vous étiez un précurseur dans cette ascension. Hier, Éric Zemmour a donné son premier véritable meeting politique à Villepinte. Finalement, il vous a rattrapé, la réalité vous a rattrapé. Ouais, mais d'ailleurs c'est assez vertigineux de vivre ce début de campagne dans ma situation, parce que en effet tout ce que je vois, j'y ai déjà pensé entre guillemets, j'ai déjà essayé de le raconter dans ce livre, et alors j'ai pas eu spécialement d'intuition ni quoi que ce soit. C'était en fait j'ai juste sauté sur une occasion en 2015, donc quand j'ai écrit ce premier livre, parce que c'était vrai, enfin c'était tout simplement la réalité. Il y avait des gens qui essayaient de pousser à l'époque Éric Zemmour à être candidat. Et moi, je l'avais appris, je l'avais lu dans la presse d'ailleurs, et je m'étais dit, tiens, je vais raconter cette histoire. Zemmour lui-même n'était pas du tout motivé pour se lancer dans l'opération. Donc, j'avais fini par en faire un roman en me disant, c'est plus facile de l'imaginer moi-même que d'essayer de soutirer des infos à des gens qui veulent pas me parler. Donc, c'est pour ça, en fait, que ce livre est né à l'époque. Et c'est vrai que l'exercice de style était assez amusant. En gros, moi, j'avais deux intuitions. C'est que je pensais que, premièrement, il était au bon endroit idéologiquement pour réconcilier les électorats de droite et du FN, qui étaient séparés, qui empêchaient la victoire de la droite. Et je pensais que le positionnement de Zemmour était le bon. Et deuxièmement, je pensais... Cette fameuse droite hors les murs, un peu que Robert Ménard avait essayé de réunir. Robert Ménard, Philippe de Villiers, Patrick Buisson, on a beaucoup parlé. Enfin, il y avait un vrai courant intellectuel qui disait, voilà, la bonne ligne, c'est ça. Zemmour était un peu le héros ahuté de ça. Et la deuxième chose, c'est que j'étais persuadé aussi, parce que je voyais ça dans toutes les démocraties occidentales, qu'un personnage qui viendrait pas de la classe politique, avec cet aspect un peu neuf, le côté parler vrai, etc., aurait une chance de créer un peu l'événement. Et donc, du coup, ces deux intuitions mises bout à bout, ça m'avait donné l'idée de ce scénario
scénario. Et ce qui était intéressant, ce qui était amusant, c'est que j'avais dû imaginer du coup toutes les étapes en fait qui pouvaient le conduire à devenir président. Et en fait, aujourd'hui, il est en train, parce que c'est un esprit rationnel, il fait une analyse politique et il comprend où est son espace politique. Il est en train de cocher un peu toutes les cases de mon scénario, donc ça m'amuse beaucoup de regarder ça. Et c'est vrai qu'hier, c'était assez étonnant pour moi. J'étais à Villepinte, du coup, au début, je l'ai pas pu l'entendre parce que j'ai dû partir pour une émission de télévision, mais de voir ces gens qui étaient venus l'écouter, de voir ses affiches de campagne, etc., c'est que des choses que j'avais dû imaginer en 2015. Donc oui, j'avoue que dans la situation, c'est vertigineux. Alors, on l'a dit, le premier opus s'appelait « Une élection ordinaire ». Pour autant, on a le sentiment que cette élection, elle va être tout sauf ordinaire. Oui, j'avais choisi, alors c'était pas mon idée d'ailleurs, ce titre, c'était mon éditeur qui l'avait trouvé. L'idée, c'était un peu la conclusion du livre d'ailleurs, c'était de dire qu'en fait, en réalité, une fois qu'on sort du confort mental qui vise à imaginer que ne peuvent gagner l'élection que des gens qui se sont préparés depuis 30 ans, en fait, si vous imaginez que Zemmour est président et que vous rembobinez, c'était ce que j'avais fait, mon narrateur faisait ça dans le bouquin, en fait, tout est sous nos yeux déjà. En fait, on se rend déjà compte, c'est pour ça que c'est ordinaire, on se rend compte qu'en fait, il y a un ras-le-bol incroyable des Français, si vous les prenez par catégorie, c'est vrai, les classes populaires, on l'a vu avec les Gilets jaunes, alors c'était avant, mais n'empêche qu'on savait que ça existait, des gens avaient écrit des livres pour le dire, Christophe Guilluy, Jérôme Fourquet, enfin, c'est sous nos yeux depuis très longtemps, et l'équation politique qui fait que la droite, disons, les idées de droite qui sont majoritaires dans le pays, mais minoritaires sur le plan politique parce que divisées, en réalité, on le voit aussi depuis très longtemps, et en fait, il suffit d'une étincelle, d'un petit truc, d'un personnage, d'un grain de sable, comme dit Éric Zemmour, pour que tout à coup, tout devienne possible. Donc, le titre, c'était pour ça que l'éditeur avait eu cette idée, une élection ordinaire, parce qu'en réalité, tout est possible, parce que sous nos yeux, on a ce puzzle, et si on le reconstitue, on voit qu'en fait, c'est complètement plausible d'imaginer la victoire d'Éric Zemmour. Alors, vous revenez évidemment sur le cheminement d'Éric Zemmour pour avancer jusqu'à finalement être vraiment candidat à la présidentielle, et vous racontez évidemment les petites étapes qui le font avancer sur ce chemin. Est-ce que vous voulez bien nous les raconter ? Bien sûr. Alors en fait, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu, entre guillemets, presque le besoin d'ajouter cette préface à ce livre, parce que finalement, c'est le mode d'emploi du bouquin. C'est intéressant, c'est marrant de lire un roman sur Zemmour qui devient président, mais en réalité, comme tout était vrai ou presque dans ce que je racontais, j'avais envie quand même de le dire et de raconter notamment ce qui s'est passé depuis. Et donc là, la question que vous me posez, c'est en fait, qu'est-ce qui a changé entre 2015 et maintenant ? C'est très simple. En 2015, Zemmour se fout de ma gueule, vraiment, littéralement. Il se moque de moi. Moi, je sais pas, j'ai 30 ans de moins que lui, donc il me prend vraiment pour un petit con. D'ailleurs, il m'appelle petit con parfois. Et il se moque de moi en disant c'est des conneries ton truc, tu vas perdre ton temps, n'écris pas là-dessus. En plus, moi, ça m'embête parce qu'il va falloir que je réagisse, ça me saoule. J'ai pas envie de faire de politique. Enfin, voilà. On a cet échange-là quand je commence à écrire le livre. Et puis, en fait, il lit le bouquin et puis il trouve ça marrant. Ça l'amuse. Il me dit, j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé. Et il me laisse tranquille, entre guillemets. Il m'en veut pas trop de l'avoir fait un peu contre son avis. Et ensuite, j'ai vu évidemment Zemmour changer de rapport à cette question, puisque quand je le voyais, je le vois assez peu. D'ailleurs, je raconte dans le livre, en fait, j'ai pas l'occasion, c'est quelqu'un qui est très pris de déjeuner régulièrement avec lui, mais quand je le vois, je lui pose la question à chaque fois, alors t'en es où avec la politique ? Et donc, en fait, en 2015, donc, il m'envoie bouler. En 2017, je le sens un peu, pas triste, mais un peu désœuvré pendant cette campagne présidentielle, qui commande vaguement de loin. En plus, à l'époque, il a pas beaucoup d'émissions, donc il est un peu absent de cette campagne, alors que c'est déjà quasiment un personnage politique, au sens où il a vraiment une influence énorme. Et en 2019, souvenez-vous, à l'époque, le Front National et Dupont-Aignan lui proposent une place éligible sur leur liste respective. Chacun de leur côté, absolument, exactement. Pour les européennes. Dupont-Aignan lui propose la 3e place de sa liste et Marine Le Pen la 3e place de la liste de Bardella. Et à l'époque, je le vois juste après les élections, il a refusé donc cette proposition et je lui dis mais ça t'a tenté un peu ? Il me dit non, la 3e place, franchement, qu'est-ce que je vais faire ? Changer de vie pour aller à Bruxelles, prendre le train, voter des trucs qui servent à rien, etc. Il n'avait pas été très alléché par la proposition, mais il me dit par contre c'est vrai que j'ai un peu plus réfléchi que la dernière fois, je me suis posé la question, je me suis demandé, il avait vraiment imaginé que ça pouvait devenir possible. Et à l'époque, il me dit le problème de tout ça, c'est qu'en fait, je suis un symptôme du vide politique, mais je ne suis pas la solution à ce vide. C'est-à-dire que parce que tout le monde est nul à droite et parce que l'équation politique est bouchée, empêche la victoire des idées de droite, on pense à moi, parce que moi, je les défends à la télévision, etc. Mais en fait, je ne suis pas la solution. Moi, je suis fait pour écrire des livres, je suis fait pour faire des émissions à la télévision, défendre mes idées dans le débat public. C'est comme ça que j'ai réussi, entre guillemets, à gagner une influence. Et à l'époque, il est à la veille de commencer à CNews. Et en fait, il me dit, je vais peut-être avoir une émission quotidienne, tu te rends compte le boulot que c'est génial, je vais pouvoir défendre mes idées. Et donc, à nouveau, il dit non, mais cette fois-ci, il dit un peu moins non que la première fois. Et quelques mois après cette discussion, donc là, on était en juillet 2019, quelques mois après cette discussion, il y a la convention de la droite. Et là, sans en avoir parlé avec lui entre-temps, mais je constate
qu'en fait, il s'est un peu amendé sur le sujet, parce qu'il accepte de partager l'affiche avec Marion Maréchal, il accepte de faire un discours à la tribune seul, en donnant pour la première fois des solutions aux problèmes du pays, ce qu'il se refusait à faire jusqu'à présent. Il disait, moi je fais des diagnostics, les politiques se démerdent avec ça, et ils apportent les solutions, c'est pas mon métier. Tout à coup, il se met à le faire. Donc, entre guillemets, il fait l'analyse. C'est un discours en demi-teinte quand même, le discours à la convention de la droite. On voit qu'Éric Zemmour n'est pas spécialement à l'aise. Alors vous le racontez, c'est vrai qu'il était assez malade, mais il n'est pas très à l'aise. On a du mal à l'imaginer à ce moment-là comme un tribun devant 15 000 personnes, comme ce fut le cas hier à Villepinte. C'est absolument vrai. Mais le fait qu'il accepte de le faire déjà, Bien pour sûr. commencer, ça veut dire que mentalement, il s'est passé quelque chose. Et vous avez raison, il n'est pas très bon sur la forme dans ce discours. Moi, je suis en adéquation, évidemment, avec le fond, mais c'est frappant. Il est voûté, il a perdu sa voix, il est évidemment très malade, il n'a pas dormi de la nuit, il a des courbatures. Et ma théorie, un peu psychologie de comptoir, mais bon, je me permets ça quand même. C'est contre lui-même qu'il vient presque. C'est un peu ça. Son corps lui dit, attention, il n'y a pas de retour après ça. Et il le fait quand même. Il franchit cette étape. Et surtout, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que voilà, il donne notamment ses solutions sur l'immigration, ce qu'il ne faisait pas jusqu'à présent. Ça veut dire qu'en fait, il se dit quelques mois après la discussion du mois de juillet, il se dit en fait, personne ne va le faire. Donc je vais y aller, je vais le dire maintenant. Et ensuite, il y a une dernière étape qui est plus, pour moi, en tout cas, la discussion avec lui, c'est au mois de juillet 2021, donc c'est il y a très peu de temps, juste avant que j'écrive ce livre. Où là, pour le coup, je comprends qu'il a décidé d'y aller parce qu'il se dit finalement, c'est vraiment le rapport à la lecture de Bainville qui, je pense, l'a fait basculer. Il se dit, voilà, je veux pas être comme lui sur mon lit de mort, avoir des regrets de n'avoir rien fait. Et il m'explique, c'est pour ça que je tenais un peu à raconter comment ça s'était passé dans sa tête, qu'un jour son fils lui a dit, tu as apporté tous les diagnostics, maintenant les solutions, il faut que tu les portes aussi. Et qu'ensuite, il y a son succès à CNews qui joue un grand rôle aussi, où là, pour le coup, il se dit, voilà. Surtout que c'est un peu, une vengeance, entre guillemets, une vengeance. Oui. Puisque iTélé le licencie quelques années avant et finalement il revient sur CNews qui est la nouveauté d'iTélé où il a quand même un véritable succès tous les soirs. Il y a un véritable succès, et puis lui, son angoisse avant d'y aller, c'est, il me dit, à l'époque, la case est autour de 100 000 téléspectateurs, il me dit, t'imagines si je peux faire 200 000, ce serait incroyable, et on sait évidemment qu'il a terminé entre 800 000 et 1 million tous les jours, enfin voilà, c'est un succès incroyable. Et puis il y a son meilleur ami aussi, qui s'appelle Philippe Martel, qui était, parce qu'il est décédé il y a un an, un type absolument charmant, qui avait travaillé dans la politique quasiment toute sa vie, c'était un haut fonctionnaire qui alternait entre les boulots dans la politique et le ministère des Finances à Bercy, où il travaillait, et qui avait travaillé avec Juppé longtemps, avec Jacques Chirac à la mairie de Paris, puis avec Marine Le Pen en 2013. Et lui était un opposant résolu au fait que Zemmour se lance en politique. Moi, il m'avait engueulé quand j'avais sorti mon premier bouquin. Il m'avait dit, tu te rends pas compte le mal que tu lui fais, c'est incroyable, comment vous pouvez imaginer que Éric a intérêt de sortir de son rôle, etc. Il était vraiment très contre. Et très peu de temps avant de mourir, il a téléphoné à Éric Zemmour. C'est lui qui me l'a raconté, c'est pas Philippe Martel, puisqu'il me l'avait pas dit. Il lui a dit, j'ai changé d'avis, en fait. La politique a complètement changé. Le rapport des Français à la chose est très différent. Et en fait, tu as tes chances, il faut que tu y ailles. Et il est mort juste après lui avoir dit ça. Donc ça résonne aujourd'hui un peu comme une forme de prophétie. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous évoquez l'interview d'Emmanuel Macron que vous avez réussi à faire avec Valeurs Actuelles, et vous dites qu'à la relecture de l'Élysée, il n'y a qu'un seul passage qui a été supprimé. C'est un passage qui concerne Éric Zemmour. Ça m'avait frappé à l'époque. On avait été très fair-play en supprimant ce passage. On se disait, voilà, Macron nous parle, on lui fait une interview sur l'immigration, sur l'islam, sur l'identité. Éric Zemmour n'était pas vraiment des sujets de l'interview, mais c'est lui qui spontanément, moi j'y suis pas, mais c'est mon camarade Louis de Ragnel, qui aujourd'hui est le rédacteur en chef politique du service politique d'Europe 1, qui à l'époque était pour Valeurs Actuelles, était parti l'interviewer. L'interview se passe dans un avion dans l'A330 présidentielle. Ils sont entre Mayotte et Paris, ils étaient en déplacement à Mayotte, et Louis, donc mon camarade, se retrouve en tête-à-tête avec Macron. Dans un petit salon dans l'avion. Et donc, il avait préparé ses questions sur l'immigration, les chiffres, etc., etc. Puis à un moment donné, Macron a une phrase étonnante, spontanément. Il dit, le discours de Zemmour là-dessus, sur l'islam, est mortifère. Politiquement, c'est mortifère. Mais j'aime bien ce qu'il dit. Et il le fait avec du talent. Et en fait... nous, on retranscrit absolument tout ce que Macron dit dans cet entretien. Et à la relecture, en effet, il y a une phrase qu'il nous demande d'enlever, c'est celle-là. À l'époque, je comprends la logique de l'Élysée, c'est on fait une interview dans Valeurs Actuelles sur l'immigration, on sait que ça va chauffer un peu, on va peut-être pas en rajouter en disant qu'Éric Zemmour est sympathique et qu'il a du charisme, quoi. En gros, dans l'idée, c'est un peu ça. Sauf que ce qui est amusant, c'est de la ressortir aujourd'hui parce que ça dit une chose sur Macron, c'est qu'en réalité, il s'accommode assez bien du duel avec Zemmour qui est en train de s'installer. Quand Zemmour a commencé à être sondé...
autour de 18% et qu'il était effectivement qualifié pour le second tour, je pense qu'il y a eu une forme presque de soulagement de la part d'Emmanuel Macron qui sait qu'en fait il aura droit à son match avec quelqu'un qui prend la politique de la même manière que lui. C'est-à-dire en fait ce sont deux récits qui s'opposent et ça amuse Emmanuel Macron, ça l'intéresse de s'opposer à quelqu'un qui a des références historiques, des références littéraires, qui parle de l'âme du pays, ce que Macron revendique de faire. Alors c'est une autre vision de la France tout en évidemment. disant qu'il n'y a pas de culture française. Tout en disant n'importe quoi évidemment, donc ça c'est Macron en permanence, l'aller-retour, etc. Mais au fond, il estime ça, il admire ça chez les gens. Et il admire ça chez Éric Zemmour. Et donc, à ce moment-là, il est effectivement opposé à Marine Le Pen. Il n'a pas un très bon souvenir du débat avec elle, parce qu'en réalité, quand vous avez un adversaire qui maîtrise pas les sujets dont il parle, ce qui était un peu le problème de Marine Le Pen, qui était allée sur le terrain économique, et ben finalement, ça vous rend pas très bon non plus. Donc, il a été un peu frustré de ce débat. Et là, il se projetait face à elle ou face à Xavier Bertrand, qui était un peu un technicien aussi, en tout cas, qui essayait de l'attaquer sur le côté technique. Et puis, arrive dans le paysage quelqu'un qui tout à coup se met à parler de Napoléon, de Gaulle, de Saint-Louis, de Jeanne d'Arc, et en fait, fondamentalement, ça amuse Emmanuel Macron, et donc du coup, c'était drôle de ressortir cette phrase pour expliquer un peu pourquoi il est heureux de ce duel qui s'installe. Alors vous disiez tout à l'heure Éric Zemmour, le symptôme d'un vide, mais finalement comment vous qualifieriez Éric Zemmour? Est-ce qu'il est réac, j'allais dire? Est-ce qu'il est d'extrême droite? Est-ce qu'il est conservateur? Est-ce qu'il est libéral? Politiquement, comment peut-on le qualifier? Populiste? Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, sauf extrême droite, mais c'est pas c'est vraiment quelque chose que je pense. En fait, moi j'ai fait un peu dans mes études de sciences politiques, et donc la classification politique, ça m'amuse d'entendre parler les gens de fascisme ou d'extrême droite. Ce sont des choses extrêmement précises. En fait, l'extrême droite, c'est quelque chose qui se bat contre les institutions, qui veut renverser le régime dans lequel on vit, et qui souvent d'ailleurs n'hésite pas à le faire, à professer de le faire par la force. Zemmour s'inscrit, c'est comme Marine Le Pen d'ailleurs, les gens qui sont qualifiés d'extrême droite dans le débat public, à l'inverse de ça. Ce sont des gens qui en fait veulent conquérir les institutions par la voie démocratique. Donc c'est l'inverse de l'extrême droite. Et ensuite, tout ce que vous avez dit, réac, populiste, etc., pas de problème. Mais pour le dire avec mes propres mots, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui... Et d'ailleurs, ça se voyait à Villepinte hier de manière assez impressionnante, essaie de réhabiliter l'intégralité du corpus de droite et de réconcilier toutes les droites, en fait. Toutes les droites et en fait, toutes les catégories socio-professionnelles qui peuvent se reconnaître dans ce discours de droite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les idées de droite au sens large du terme, en fait, Zemmour, 70% des Français sont d'accord avec ce qu'il dit sur quasiment tous les sujets. Donc, il essaie de réhabiliter ça, de réconcilier ses électorats autour d'un discours qui est le point d'équilibre en réalité de ce qu'il pense. Et donc c'est un peu la droite buissonnière finalement. C'est un peu ça. Alors Buisson avait peut-être, disons que Zemmour aujourd'hui le fait dans un discours politique avec des propositions concrètes. Buisson, lui, il avait plus théorisé la manière pour la droite de reconquérir les classes populaires. Ce que Zemmour fait pas encore. Mais c'est son projet, évidemment, c'est ce qu'il a envie de faire. Et donc, en fait, quand vous regardez sur tous les sujets, il est au point d'équilibre des électorats, et c'est pas uniquement par cynisme, en fait, c'est vraiment ce qu'il pense. Typiquement sur le libéralisme, en fait, hier, il fait toute une partie sur arrêter de taxer les droits de succession. Parce que en fait, il y a la volonté de la transmission qui se décline sur le plan éducatif, etc. Tout est d'une absolue cohérence. La question de la fiscalité sur les entreprises, par exemple, aujourd'hui, on dit pour l'attaquer, le Front National dit oui, il est très libéral, c'est le programme de François Fillon. Et alors, quel est le problème de vouloir baisser les impôts de production qui aujourd'hui handicapent nos entreprises et ça n'empêche pas, dans le même temps, de taxer les entreprises étrangères quand elles veulent venir faire des bénéfices en France. Moi, je trouve que tout est d'une absolue cohérence et surtout, quand on décortique tout le zémourisme, en réalité, les gens pensent comme lui. En fait, c'est le candidat. Les Français ont déjà voté 10 fois pour le programme d'Éric Zemmour. Et c'est ça qu'il va falloir que les gens comprennent. Juste, lui, il vient en disant « ils l'ont pas fait ». Et moi, je viens pour le faire. Et on peut lui accorder ce crédit. Mitterrand disait « les Français élisent celui qui dit au peuple ce qu'il a envie d'entendre à condition qu'il soit légitime de le faire ». Il dit ce que les gens ont envie d'entendre. Et en plus, là où il arrive en créant sa légitimité, c'est qu'il dit la droite l'a déjà promis, Sarkozy l'a déjà promis, Chirac l'a déjà promis, ils l'ont pas fait, moi je vais le faire parce que vous me connaissez, je suis pas du genre à reculer. Et Marine Le Pen, malheureusement pour elle, c'est très injuste mais c'est comme ça, elle n'arrive pas à gagner un second tour. C'est ça un peu la singularité de cette candidature et donc du coup la dimension promesse non tenue, vous avez déjà voté pour moi, vous ne le savez pas mais vous l'avez déjà fait, est un argument électoral je crois super puissant en fait. Alors il y a un argument qui est très intéressant. On a vu Éric Zemmour hier à Villepinte mener une charge assez virulente contre les journalistes, ses anciens confrères, de fait, pas tous, hein, mais une grande partie. On a le sentiment qu'Éric Zemmour aimerait incarner ce candidat hors système. Alors hors système des partis, hors système de l'establishment, pour reprendre les propos de Jean-Marie Le Pen.
Mais quand même, Éric Zemmour, c'est aussi un produit du système. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que c'est déjà un angle d'attaque, j'ai remarqué, dans la bouche de certains confrères. C'est un bourgeois, il vit de ce métier depuis très longtemps, et maintenant il se retourne contre lui par démagogie, par populisme et tout. Je sais bien que c'est pas comme ça que vous le dites vous, mais donc faut répondre à cette question. Déjà, c'est pas un produit du système, au sens où en fait, il y a un très bon livre qui vient de paraître au sujet d'Éric Zemmour, ça s'appelle Le Radicalisé, c'est écrit par un journaliste de l'Express. Alors en fait, le titre, comme d'habitude, attaque Éric Zemmour, etc. En fait, ce qui est vachement bien dans ce bouquin, c'est que c'est une très bonne enquête sur la vie d'Éric Zemmour, et le journaliste a retrouvé beaucoup de gens de son entourage, de sa famille, de ses amis, etc., de ses amis d'enfance y compris. Enfin, c'est un gros boulot. Et on comprend dedans que en fait, Zemmour est devenu une élite, mais il l'est devenu à la force de ses petits bras musclés. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un gamin qui, sous l'œil de sa mère extrêmement exigeant, et de son père d'ailleurs aussi extrêmement exigeant, travaille sur la table de la cuisine dans le petit appartement de Drancy ou de la maison de Montreuil pour être le meilleur à l'école. Il prend une pression énorme, en fait, un peu comme tous les enfants de la méritocratie, une pression énorme sur les épaules. Il faut qu'il soit énarque à la fin, c'est comme ça. Sinon, il réussira rien dans la vie. Donc il fait Sciences Po, il rate les nazes, alors c'est une blessure chez lui, et il est devenu une élite. Il n'est pas dans un système de reproduction d'élite un peu nanti qui considère que c'est normal. Il a pas fait l'école alsacienne. Enfin voilà, c'est pas ce petit bonhomme-là. Et ça, c'est la première chose. Donc, quand on devient une élite, Trump, c'est un peu la même chose d'ailleurs, même si c'est au sens américain du terme, c'est surtout le fric en réalité, beaucoup plus que l'élite intellectuelle. Mais voilà, quand on devient une élite, on est légitime à critiquer l'élite, puisqu'en fait, De Gaulle était pareil. De Gaulle est devenu une élite, mais il était très critique à l'égard des grands corps, etc. Bref, ça, c'est pour la première partie. Sur la deuxième partie, sur les journalistes, aujourd'hui, on dit, les gens avec qui je débatte ça, en général, dans les émissions que je fais sur Zemmour, disent oui, mais c'est un produit du système médiatique. D'accord, mais c'est un produit du système médiatique qui s'est construit dans l'adversité. C'est-à-dire que toute sa vie, à l'exception de Face à l'info ces dernières années sur CNews, Éric Zemmour a été minoritaire, voire tout seul sur un plateau de télé à défendre ses idées face à tout le monde. Face à Ruquier, aux artistes, à la bien-pensance, etc. Ruquier lui-même qui était souvent contre Éric Zemmour. Nolo, qui est, même si c'est quelqu'un d'éminemment sympathique, reste un homme de gauche. Et donc ça, il a toujours été placé face à des contradicteurs, beaucoup critiqué, beaucoup attaqué. La couverture médiatique sur Éric Zemmour, elle est très importante, mais elle est très négative aussi. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait contre les médias, dans les médias. C'est plutôt comme ça que je le vois. Et on me dit aussi, je réponds à un dernier argument, on me dit oui, mais regardez le nombre de ces employeurs depuis une dizaine d'années, le service public sur France 2, Paris Première, RTL, iTélé, CNews, Le Figaro. D'accord, mais en fait, à l'exception de CNews et Le Figaro, dont il a dû démissionner pour mener sa campagne, sous pression du CSA dans un cas et sous pression évidemment du journal dans l'autre, il a été viré de partout aussi. Il faut pas oublier de le rappeler. C'est-à-dire que, d'accord, créature médiatique, ça... Il a été condamné aussi, parfois. Non mais d'accord, mais bon, quand on est condamné à quelque chose, je sais bien, ça vient de m'arriver, on n'est pas condamné à se taire, on n'est pas condamné à plus pouvoir travailler, on est condamné à payer une amende. Et après, on a payé notre dette, entre guillemets, à la société. Donc voilà, il a été toute sa vie critiqué par ces gens-là. Donc aujourd'hui, il leur rend l'appareil, et en plus, il le fait pas gratuitement. Dans le cas de Trump, par exemple, encore une fois, c'est le côté américain, moi, que je trouve un peu vulgaire, mais bon, ça marche, hein, donc c'est leur culture, après tout, laissons-leur ça. Mais Trump avait une façon de manier l'invective, en fait très agressive et surtout avec assez peu de fond derrière. Je comprends pourquoi ça marchait là-bas, mais voilà. Zemmour, il y a une vraie doctrine en fait. Il critique le militantisme, l'idéologie portée par les médias contre la volonté populaire. Donc quand il dit il me déteste parce qu'il vous déteste, le fond de la pensée c'est ça. Donc en fait, en s'attaquant aux journalistes, il défend ses électeurs. Alors, on a vu également un week-end riche en nouveautés sur le plan politique, avec l'élection de Valérie Pécresse à la tête des Républicains pour mener la campagne présidentielle. Pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Pour Éric Zemmour, j'entends. Plutôt bonne quand même, parce que disons que voilà, sur le plan de la ligne politique, etc., Valérie Pécresse va plutôt mordre sur Emmanuel Macron que sur Éric Zemmour. Après, honnêtement, si Ciotti avait été désigné, c'est intéressant parce que c'était le cas de figure dans lequel Zemmour faisait le meilleur score. Parce que Ciotti, étant moins connu, étant peut-être aussi un peu dans la problématique vis-à-vis de Zemmour, de l'original et de la copie, etc., je pense que je suis pas certain qu'il serait allé mordre énormément d'électeurs d'Éric Zemmour. Et en plus, je pense que il y aurait eu la possibilité d'un accord entre eux, en fait, même avant le premier tour, parce qu'en réalité, ils pensent exactement la même chose. Donc non, c'est la bonne nouvelle, c'est que la séquence pour Éric Zemmour, c'est que la séquence médiatique de la droite, faut regarder, hein, il y a eu un mois de primaire des Républicains avec des débats, on a beaucoup parlé de ça, etc. Ça lui a été très peu profitable à Éric Zemmour. Il a perdu des points dans les sondages, sa dynamique s'est un peu arrêtée à ce moment-là parce qu'en réalité, une partie du corps électoral qui potentiellement peut s'intéresser à son discours s'est focalisée sur Barnier, Bertrand, Pécresse, etc. Maintenant, la grosse difficulté pour Valérie Pécresse, c'est de réussir à installer une dynamique. Maintenant
qu'elle est désignée et que l'espèce d'émulation, un peu le suspense est retombé, et elle le fait en plus. Elle a la légitimité d'une primaire où elle a convaincu 60% de 140 000 personnes. Donc en réalité, elle a assez peu disons que elle est dans la situation elle est dans la situation d'Yannick Jadot, concrètement. Donc c'est très compliqué, c'est exactement la même chose. Donc c'est très compliqué pour elle maintenant déjà de faire l'unité de sa famille politique. 60% des gens qui ont voté pour elle, 40% pour Ciotti. Honnêtement, la très mauvaise nouvelle du week-end pour Valérie Pécresse, c'est quand Zemmour fait applaudir dans son propre meeting Ciotti en disant maintenant venez chez moi, vous avez vu, c'est ici que ça se passe. Je pense que honnêtement les électeurs qui ont voté pour Ciotti vont se reporter assez facilement, assez naturellement vers Zemmour, je pense. Alors justement, on a vu pour le meeting d'Éric Zemmour à Villepinte que Jean-Frédéric Poisson, le président de VIA, anciennement PCD, avait pris la parole, Laurence Trochu, le mouvement des conservateurs. On a vu également Agnès Marion, ancienne candidate Rassemblement national au municipal de Lyon. On a vu des jeunes, Antoine Diers, qui est plutôt uni les Républicains. Est-ce que vous pensez que Éric Zemmour va réussir à emporter avec lui des grands noms, des grandes figures connues de la politique française ? Alors déjà, tous les gens que vous avez cités là sont en fait, du côté RN ou côté LR, des représentants, disons, du conservatisme. Conservatisme qui a été piétiné, pro-famille, un peu la continuité de la manif pour tous, etc. Je pense que les électeurs de cette mouvance qui votaient RN ou LR sont déjà chez Éric Zemmour. Je pense que vraiment, pour une raison très simple, c'est qu'ils ont été piétinés dans les deux partis. Côté Rassemblement national, c'est Marine Le Pen qui se fout en gros de la mouvance catho, de la manif pour tous. Elle passe à côté de ce mouvement qui est un peu une révolution conservatrice en 2013. Elle fait le pas. J'ai eu une discussion il y a très peu de temps. À l'époque, il y avait Marion Maréchal qui allait aux manifestations et qui était encore au RN. Bien sûr, elle se sert de Marion Maréchal pour essayer d'occuper ce terrain-là, mais elle, à titre personnel, ne veut pas incarner ça ni récupérer ça, malgré. Elle aurait pu vraiment faire main basse sur cette partie-là. Les gens étaient prêts à l'écouter, et elle a décidé de ne pas le faire. Je vais me dire, en fait, j'ai une discussion il y a peu de temps avec Florian Philippot, dont je pense qu'il est plus conservateur que Marine Le Pen. À l'époque, on a mis ça sur son dos à lui. Je pense que c'était très injuste en réalité, et que c'est elle qui ne veut pas de ça. Donc, ce camp-là, cette mouvance-là, et les figures dont vous avez parlé qui viennent du RN, qui représentent ça, sont naturellement partis chez Éric Zemmour, parce qu'en réalité, elles n'ont pas d'avenir, entre guillemets, politique chez ORN, et c'est encore pire chez les Républicains. C'est-à-dire que les Républicains, moi, je suivais ce parti quotidiennement à l'époque de la Manif pour tous. Pécresse, elle était là. Copé était là. Raffarin était là dans la Manif pour tous. Aujourd'hui, ils insultent les gens qui veulent abroger le mariage pour tous. Donc, c'est pour cette raison qu'en fait, en réalité, le mouvement conservateur, Sens commun, toute cette mouvance-là, en fait, aurait dû partir déjà depuis longtemps. Elle avait juste pas de débouché politique. Et il y en a un qui est arrivé. Donc c'est très naturellement qu'ils sont partis. Maintenant, les figures de droite ou du RN d'ailleurs qui pourraient rejoindre Éric Zemmour, c'est une autre question au sens où c'est des autres tendances. Je pense que en fait, ce qui va se passer avec exactement le même mécanisme que celui qui s'est passé pour les conservateurs, c'est qu'il y a des gens qui n'ont plus rien à faire dans leur famille politique. Je pense côté LR à François-Xavier Bellamy. Je pense côté LR à Éric Ciotti. Je pense à Nadine Morano. Je pense à Julien Aubert. Parce que pour le côté conservateur, pour le côté identitaire de Nadine Morano, pour le côté souverainiste de Julien Aubert, cette famille politique est en train de rompre définitivement avec ça, avec ce qui était son ADN historique du RPR. Zemmour, lui, reprend exactement ces idées-là. Donc, c'est une question de personnalité. Après, c'est une affaire ça se joue là-dessus aussi, une campagne de feeling, de sensations personnelles, etc. Mais fondamentalement, normalement, ils doivent, s'ils sont cohérents avec leurs idées, rejoindre Zemmour dans les mois qui viennent. D'ailleurs, je ne veux pas trahir de secret, mais il y en a une partie d'entre eux qui réfléchit déjà très fort à ça. Côté RN, c'est la même chose. Il y a des gens qui n'ont plus rien à faire dans ce parti, qui n'ont plus d'avenir, etc. Et je pense notamment, elle n'y est plus, mais à Marion Maréchal. Marion Maréchal, elle a quitté la politique notamment parce qu'elle sentait bien que ses idées n'étaient vraiment plus en odeur de sainteté au sein de ce parti. Donc elle a dû arrêter pour s'épargner un conflit avec sa tante, s'épargner des ennuis, des bureaux politiques où elle était minoritaire, etc. Et aujourd'hui, elle est dans la nature. Elle a créé une école et elle a, entre guillemets, fait éclore une école. Maintenant, je pense que elle a d'autres ambitions dans la vie et elle ne sera pas directrice de l'ICEP toute sa vie. Et puis, c'est quelqu'un qui ressent, je la connais très bien, qui ressent dans sa chair l'urgence pour son pays. Donc, il y a un moment politique en ce moment où il se passe quelque chose sur son terrain à elle, sur son terrain électoral, dans ses idées. Je ne la vois pas passer à côté de cette élection présidentielle. Et je pense que quand elle dit « je soutiendrai le mieux placé entre Marine Le Pen et Éric Zemmour », à mon avis, ce qui peut lui arriver de mieux à elle, c'est que Zemmour plie le match dans les sondages pour que ça légitime, sans passer pour une trahison, ça légitime son soutien, etc. Mais évidemment qu'elle est aujourd'hui représentée politiquement par ce que dit Éric Zemmour. Ouais. Autre figure absente hier du meeting, Philippe de Villiers. Alors moi je peux vous expliquer ce qui s'est passé. Philippe de Villiers en fait est un amoureux de la France, un vrai, et un grand angoissé. Et donc il va toujours imaginer le pire. Et le pire
en s'imaginant, moi je trouve que sa place était évidemment à Villepinte, je lui ai dit d'ailleurs, et ça n'aurait surpris personne de le voir, ça aurait juste fait plaisir à des gens. Et en fait, au moment où il s'apprête à le faire, il se dit alors, ça va avoir des conséquences sur ma famille, parce que sa famille a très peur qu'il refasse de la politique, parce que la politique leur a fait beaucoup de mal. Ça va avoir des conséquences peut-être sur le Puy du Fou, on va s'en servir pour nous imposer encore des choses. Le Puy du Fou, faut imaginer que c'est quelque chose qui est menacé de mort tous les 6 mois, parce que le gouvernement s'attaque aux animaux sauvages, parce que le gouvernement impose le pass, le masque, etc., parce que le gouvernement impose des jauges. Pour toutes ces raisons-là, lui, il voit son œuvre être à 2 doigts de mourir tous les 6 mois. Vraiment, c'est une angoisse pour lui. Et il se dit, si j'apporte encore une fois une bonne raison de se venger sur le Puy du Fou, donc il a peur de tout ça, et au fond, son instinct vital lui dit, je dois y aller pour aider mon ami à peut-être gagner cette élection, et je pense que là, ce qu'il s'est dit, pour le coup, je suis pas dans le secret de sa réflexion, mais il s'est dit, la campagne va être encore longue, je me donne un peu de temps et je viendrai plus tard. Mais par contre, il a dû beaucoup souffrir de ne pas être là hier, parce qu'en effet, c'était sa place. Et alors, toute dernière question, on a beaucoup parlé de la mue d'Éric Zemmour, de journaliste à président potentiel pour la France. Est-ce que, pour vous, la mue a opéré hier ? Alors moi, en plus, j'ai attribué le mauvais mois de novembre qu'il a fait, c'est-à-dire qu'en gros, il y a eu pas mal d'opérations un peu ratées, Marseille, le fusil sur le journaliste, le Bataclan, toutes ces choses n'ont pas marché politiquement, alors qu'avant, tout ce qu'il faisait réussissait. Donc moi, j'ai essayé de réfléchir à la raison pour laquelle ça marchait plus, et je suis persuadé qu'en réalité, l'opinion a regardé Éric Zemmour entre la fin du mois d'août et le début du mois de novembre comme celui qui allait venir perturber le système, le grain de sable en fait dans la machine, et qu'elle en avait besoin, parce qu'on ne parlait que de Covid, parce qu'on était installé dans le match Macron-Marine et que ça n'intéressait plus les gens. 70% des Français sont lassés par ce duel. Et tout à coup, il est apparu un peu comme un sauveur, en fait, un mec qui remet de la politique. Mais même des gens de gauche me disaient, ou des journalistes et tout, me disaient, ça fait du bien. Enfin, on reparle des idées politiques, on reparle du fond, ça perturbe un peu les choses. Et c'était un nouveau récit aussi. C'était assez intéressant de voir ça émerger. Et donc, l'opinion l'a regardé comme ça et l'a crédité de 3 points de plus par semaine quasiment pendant un mois, parce qu'il venait nous sauver, entre guillemets, de l'apathie, de cet ennui, en fait, qui nous guettait. Et puis, à un moment donné, il est devenu le candidat qui était au second tour dans quasiment toutes les enquêtes d'opinion face à Emmanuel Macron, donc potentiellement un futur président de la République. Et à ce moment-là, l'opinion s'est mise à le regarder différemment en se demandant, mais est-ce qu'il a vraiment le costume, ce bonhomme ? Et en fait, à ce moment-là, tout ce qui avant apparaissait comme des provocations utiles, etc., entre septembre et novembre, les polémiques glissent sur lui, ne le touchent pas, les prénoms, etc., tout le monde s'en fout, il progresse quand même. Et arrive le moment, en fait, où on se dit, tiens, il va peut-être avoir le bouton nucléaire et ça va peut-être être l'interlocuteur de Poutine. Et en fait, tout à coup, le doigt d'honneur, ça passe moins bien, même si en fait, c'est pas du tout rédhibitoire, les Français s'en foutent complètement, mais c'est interprété comme, ah ouais, bon, est-ce qu'il a vraiment tous ses nerfs ? Le truc sur le fusil avec le journaliste, objectivement, je pense que les gens s'en foutent, mais bon, est-ce que c'est pas un peu un truc de gamin ? Je pense qu'à ce moment-là, c'est ça, c'est le côté puéril, en fait, se met à devenir un vrai handicap. Et en plus, Zemmour est un grand enfant, un mec, tout le monde pense que ses adversaires disent que c'est un type très dangereux. En vérité, c'est quelqu'un qui passe sa vie à rigoler, qui est extrêmement sympathique, qui est très drôle, qui a beaucoup d'autodérision. Et ça se voit un peu trop, en fait, qu'il est dans le jeu, etc. Et donc, du coup, je pense qu'il a pâti de ça. Et donc, c'est pour ça que la séquence d'hier est très intéressante, c'est qu'en réalité, je ne sais pas du tout s'il l'a compris, analysé comme ça, peu importe. Enfin, moi, je dis juste ce que je pense. En revanche, hier, pour la première fois, il ressemble à un candidat à la présidentielle. Villepinte, ça ressemble au Bourget de François Hollande. Alors, évidemment, le fond mis à part, quoi. Ou à la porte de Versailles de Nicolas Sarkozy, ou à la porte de Versailles d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, en gros, voilà, il met 15 000 personnes dans un hangar, et il a un beau costume, une belle cravate, des lunettes, il lit un discours très structuré, qui est objectivement un très très bon discours politique, qu'on soit d'accord ou pas, c'est quand même d'un très bon niveau. Et il ressemble à un candidat à la présidentielle, et puis il se met à parler comme un homme politique. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Pendant toute sa période de pré-campagne, promotion de livres, etc., et puis pendant toute sa vie, Zemmour disait je. Il parlait de lui, parce qu'en réalité, il parlait en son nom, et uniquement en son nom. Et hier, il est passé du je au vous. Il a dit, il vous déteste, il me déteste parce qu'il vous déteste. Et le problème, c'est pas moi qui leur fais peur, c'est vous qui leur faites peur, et moi, je viens pour vous venger, ou pour vous, pour porter votre parole. C'est un on. Et nous allons faire. Et ça, c'est un truc de politique. Il n'était pas comme ça du tout avant. Et pour être honnête, ce qui me surprend, c'est que ça se soit fait aussi rapidement. Vraiment, je pensais qu'il lui faudrait 6 mois. Moi, je pensais d'ailleurs qu'il n'aurait pas intérêt à faire de grands meetings parce que c'était pas là où il était le meilleur, etc. Objectivement, hier, c'est un tour de force. Alors, vous aviez vu en avance avec une élection ordinaire. Là, vous avez carrément vu encore en avance avec Zemmour président. Pour vous, il peut gagner ?
Oui, pour moi, il peut gagner, bien sûr. J'ai pas du tout anticipé, je suis comme tout le monde, anticipé le passage de 3 à 18%, parce que c'était quand même fulgurant et personne n'avait vu ça. Maintenant, je pense qu'il peut gagner. C'est l'enjeu, je pense, pour des journalistes comme moi dans cette campagne, c'est d'essayer de rester froid, en fait, et d'avoir une analyse rationnelle de la situation. Rationnellement, en fait, il est aujourd'hui... Parce qu'on dit parfois que vous êtes un peu fanboy, quand même, d'Éric Zemmour. Moi, j'assume complètement. En fait, d'ailleurs, je raconte, c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin aussi. Je suis devenu journaliste parce que j'ai découvert Éric Zemmour. Je suis allé comme un fanboy, en effet, dans le public de Ruquier pour lui parler, le toucher à la fin des émissions. Et donc je le raconte, je suis ça. Après, ma relation avec lui a évolué, c'est-à-dire que j'étais comme ça à 18 ans, à 22 ans, c'était plus un confrère, un mec que j'interviewais, sur qui j'écrivais des papiers, etc. Donc j'ai commencé à prendre un peu de recul tout en ayant beaucoup d'amitié pour lui. Et aujourd'hui, il fait de la politique. Donc on est encore plus loin, disons, le positionnement est encore plus lointain. Et ça m'oblige, entre guillemets, à faire des efforts d'analyse objective, etc. Mais ça n'enlève rien à l'amitié que j'ai pour lui, c'est juste que son relation a beaucoup changé. Mais donc du coup, en étant objectif dans l'analyse, en fait, il est situé à un endroit, en fait, je vais le dire même plus simplement, pourquoi Macron ça a marché en 2016 et en 2017, c'est parce qu'il est venu abolir des hypocrisies et casser des digues qui étaient vermoulues et qui ne demandaient qu'à céder. C'est-à-dire, en gros, la conversion de la gauche au libéralisme, entamée sans le dire sous François Hollande, avec des frondeurs qui n'étaient pas contents, etc. Lui, il arrive et dit « Moi, je suis pro-entreprise, je suis pro-business ». Et en fait, c'était un appel d'air incroyable, parce qu'en réalité, l'électorat social-démocrate se cherchait un champion depuis Strauss-Kahn, les mecs étaient orphelins, et il est arrivé en assumant le truc. Et une partie de la droite, qui était en fait pro-européen centriste et en fait vaguement progressiste sur les questions de société, se dit c'est quand même mieux que le conservateur à costume François Fillon, etc. Donc en fait, il a libéré, il a créé un espace et il a pris un courant d'air chaud comme dans une montgolfière. Bon bah il se passe la même chose avec Zemmour. C'est pour ça que je pense que la dynamique ne s'arrêtera pas. En fait, il vient vraiment offrir une alternative politique à des gens qui sont en fait des orphelins, qui votent pour des partis sans y croire, qui se désintéressent de tout ça, etc. Et je pense que c'est pour ça que cette dynamique va probablement, je pense, être la plus impressionnante de la campagne, parce qu'en réalité, c'est celui qui est assis sur le ressort électoral le plus puissant. Merci beaucoup Geoffroy Lejeune. Je rappelle le titre de ce dernier ouvrage, Zemmour président, de la fiction à la réalité, avec évidemment le texte initial d'une élection ordinaire. C'est chez Ring et vous pouvez l'acheter sur tvliberté.com. Merci beaucoup. Merci Élise.